Les travaux de rénovation des lycées classiques et techniques d'Abidjan se poursuivent. Le niveau d'avancement se situe à 30%. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était en visite hier sur le terrain. C'est demain dimanche que prend fin l'opération de révision de la liste électorale. À quelques heures de la clôture de l'opération, on s'active au niveau des partis politiques pour la sensibilisation. Les flux financiers illicites, mouvements d'argent gagnés, transférés ou utilisés illégalement font perdre aux États africains 18 milliards de francs CFA. C'est un rapport de l'organisation internationale OSIWA. Et ce coup dur pour le Tchad, ce matin, un kamikaze déguisé en femme s'est fait exploser à l'entrée du marché central de N'Djamena, la capitale. 15 personnes ont été tuées. Bonsoir à tous et merci de regarder le journal de RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, la page culture. Notre invité est Mahmoud Soumaré, docteur en mathématiques. Il vient de publier son premier roman intitulé Les marcheurs de Bougréville. Qui sont ces marcheurs? Où vont-ils et que cherchent-ils? Nous en saurons davantage dans quelques instants. La page culture, c'est donc dans une trentaine de minutes. Les travaux de rénovation des lycées classiques et techniques d'Abidjan se poursuivent. Le niveau d'avancement se situe à 30% et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en visite hier sur le terrain, a demandé aux maîtres d'ouvrage l'accélération des travaux pour tenir les délais fixés. Le témoignage est de Michel Digré. Entamée en janvier 2015, la rénovation de 5 lycées d'excellence d'Abidjan enregistre un niveau d'avancement d'environ 30%. À quelques mois de la rentrée scolaire, le Premier ministre est en visite de chantier pour donner un coup d'accélérateur aux travaux. Si les examens de fin d'année ont été l'une des raisons de ce retard, pour Daniel Kablan-Duncan, il faut mettre à profit les vacances scolaires pour tenir les délais fixés afin de réaliser ce projet évalué à 16 milliards de francs CFA. J'aime bien les visites de terrain parce que ça permet de mieux comprendre les contraintes indiquées par les ministères. On a constaté, et ce qu'on voit tout à l'heure, qu'au niveau des autres enseignements techniques, il manque du matériel pour accompagner la rénovation des bâtiments. Et je crois que nous allons travailler avec Madame le ministre pour voir comment nous pouvons régler ces dossiers, puisque l'entrée scolaire n'est pas très loin. Je disais que le président de la République tient tellement à ces dossiers donc de la formation que lundi prochain, nous aurons un séminaire concernant donc l'éducation-formation. Et là, je pense qu'on a fait le maximum pour que les choses aillent de l'avant. La visite de terrain du Premier ministre s'est achevée au Centre national de matériel scientifique. Créé en 1977, le ministre Kandia Kamara veut réaliser sur ce site la construction d'un centre de l'excellence pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan est favorable à ce projet et a demandé que les différentes études de faisabilité soient approfondies pour les soumettre au gouvernement. Le Sud Comoé rend hommage au président de la République. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui même en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de nombreux cadres et élus de la région. Les populations des 4 départements du Sud Comoé présentes assurent un second mandat au chef de l'État à la présidentielle d'octobre prochain. Reportage de Gabriel Zani. Soutien indéfectible, soutien total à Alassane Ouattara, les élus et cadres, rois et chefs traditionnels du Sud Comoé l'ont démontré, place Eledjon Eché d'Aboissou. De l'énumération des actions de développement réalisées par le chef de l'État à l'engagement de préserver l'appel de Daoukro lancé le 17 septembre 2014 par Henri Konan Bédié, tous ici ce samedi étaient unanimes sur un fait. Alassane Ouattara est un leader et doit être honoré. Comment ces populations peuvent peut-être demeurer indifférentes à l'exceptionnelle performance économique saluée par la communauté internationale et tous les partenaires au développement? Cette situation, croyez-moi, constitue une fierté pour nous qui sommes toujours honorés à l'extérieur à l'occasion des missions que nous effectuons. L'organisation de cette journée d'hommage procède donc aussi de ce que nous fondons beaucoup d'espoir dans la visite d'État projetée par le chef d'État dans le Sud Comoé.
Une cérémonie riche en danse du terroir, mais aussi en participation des membres du gouvernement ont apporté le soutien à cet hommage. En acceptant d'être reconnaissant vis-à-vis des actes que pose le président de la République, vous faites preuve de grandeur d'esprit. Redressement du pays après des années de crise, apaisement des tensions sociales par l'octroi de travail aux jeunes et de microcrédits aux femmes, adoption de mesures sectorielles pour attirer les investisseurs dans le pays. Bref, pour Daniel Kablan-Duncan, en se ralliant à l'appel de Daoukro, le Sud Comoé, avis juste. Chères sœurs, chers frères, je puis vous dire que le président de la République fait totalement confiance au Sud Comoé. Il compte sur nous tous, sur notre soutien indéfectible, sur notre participation massive aux élections présidentielles d'octobre 2015 pour lui permettre de poursuivre sa grande ambition de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara doit être élu avec brio, affirme Daniel Kablan-Duncan. L'enrôlement sur la liste électorale est nécessaire car l'opération prend fin ce dimanche 12 juillet à 20h. Le président du FPU, Front Populaire Uni, est en tournée. L'objectif est de mobiliser les nouveaux majeurs à s'inscrire sur la liste électorale et les personnes âgées à participer à l'opération de la révision de la liste électorale. Après Agboville, Zadi Guégué s'est rendu à Alépé et à Niamey. Explication avec Mamadou Kwasi. Zadi Guégué à la rencontre des nouveaux majeurs d'Alépé et d'Aniama. Le président du FPU, Front Populaire Uni, est allé demander aux jeunes ayant plus de 18 ans depuis mars 2015 et ceux n'ayant pas participé aux élections de 2010 de s'inscrire sur la liste électorale. Pour lui, nul ne doit rester en marge de cette opération. Quitter dans les clivages politiques. C'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est pourquoi, à toi jeune, à toi femme, à toi nouveau majeur, mobilise-toi et va te faire enrôler. Sinon, l'on décidera sans toi. Zadi Guégué a également invité les personnes ayant déjà participé aux élections de 2010 de prendre part à la vérification de leur nom sur le listing électoral. À Alépé comme à Niamey, l'objectif est identique. Mobiliser les populations à participer à l'opération de révision de la liste électorale. Un message bien apprécié par les jeunes qui ont décidé d'être des porte-voix de cette opération pour mener une campagne de sensibilisation près de leurs amis et parents, tout en sillonnant les ménages, villages et hameaux de la sous-préfecture. Il faut rappeler que l'opération d'inscription et de révision de la liste électorale prend fin ce dimanche 12 juillet 2015. Voilà, vous avez noté, l'opération de révision de la liste électorale s'achève demain. Elle s'achève donc après une prorogation de 12 jours proposée par la Commission électorale indépendante et entérinée par le gouvernement ivoirien. Les retardataires ont donc jusqu'à demain, dimanche 12 juillet, pour s'inscrire afin de prendre part à la présidentielle d'octobre prochain. Ils sont au total 30 nouveaux majeurs. Ils viennent de bénéficier de certificats de nationalité. Ces nouveaux majeurs peuvent donc désormais se faire enrôler. Le témoignage de Gessambi Thomas. Évoqués par bien de nouveaux majeurs comme frein à leur inscription sur la liste électorale, le certificat de nationalité ne devrait plus en être un. Une trentaine de jeunes vient de recevoir le document administratif avec l'appui de Soumaoro Farikou, secrétaire départemental RDR à Djamé. Pour nous, c'est un sentiment de fierté et de joie en tant que premier responsable politique de la commune d'Adjamé. Et nous leur disons par la même occasion d'aller rapidement se faire enrôler pour donner un suffrage conséquent à notre candidat qui est le docteur Alassane Ouattara. Ils avaient été spectateurs au scrutin de 2010. Maintenant qu'ils peuvent exprimer leur droit de vote, les nouveaux majeurs se disent heureux de choisir librement leur candidat. L'acte de Soumaoro Farikou, secrétaire départemental RDR à Djamé, épouse ainsi l'appel de la commission électorale indépendante lancé en début juillet, celui d'exhorter tous les partis politiques à faire réussir l'opération qui prend fin ce 12 juillet.
La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a adopté hier 2 projets de loi. L'un porte sur l'autorisation du président de la République à ratifier l'accord de Cotonou révisé le 22 juin 2010 à Ouagadougou et l'autre sur l'autorisation à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises. Et ces projets ont été présentés par le ministre des Affaires étrangères. Le reportage d'Amza Diaby. 2 projets de loi, l'un à caractère financier et l'autre éminemment économique, adoptés ce vendredi à l'Assemblée nationale par la Commission des relations extérieures de l'institution. Ce sont les projets de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de Cotonou, révisé le 22 juin 2010 à Ouagadougou, et celui l'autorisant à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises conclue à New York aux États-Unis en juin 1974. Venu les défendre au Parlement, Charles Dibi Kofi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, repart satisfait. Il s'agissait de la convention qui institue le 11e FED au profit de notre pays et sa ratification va permettre justement la mise en œuvre de ce 11e FED qui nous procure un appui financier d'environ 190 milliards de francs CFA sur une période allant jusqu'en 2014. Le deuxième élément, il s'agit de régir les transactions commerciales internationales entre des opérateurs économiques. C'est-à-dire faire en sorte que nous ayons, si vous voulez, la même compréhension de la prescription d'un accord signé. Et cela participe de l'amélioration du climat des affaires que nous voulons dans notre pays et qui est suivi de très près par le président de la République. Et je me réjouis de la bonne compréhension de nos députés qui ont voté massivement ces 2 projets de loi. La prescription extinctive est le fait par le titulaire d'un droit de le perdre du fait de son inaction prolongée. En matière de vente internationale de marchandises, ce laps de temps faisait l'objet d'une appréciation divergente dans la plupart des systèmes juridiques nationaux. L'accord de Cotonou, lui, est l'instrument juridique qui fonde le partenariat entre 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et les 27 États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, samedi 11 juillet, est célébrée la Journée mondiale de la population. Thème retenu pour cette 29e édition, les populations vulnérables dans les situations d'urgence. La Côte d'Ivoire célèbre aussi l'événement et c'est la ville de Diokoué, à l'ouest, qui a été choisie pour cette célébration. L'État ivoirien invite chacun à accroître sa capacité à prévenir et à gérer les situations d'urgence humanitaire, à répondre davantage aux attentes des personnes les plus vulnérables. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Les flux financiers illicites sont des mouvements d'argent gagnés, transférés ou utilisés illégalement. Ces flux financiers illicites font perdre aux États africains 18 milliards de francs CFA et l'Organisation internationale OSIWA tire la sonnette d'alarme. Elle a présenté son rapport hier à la presse. Explication avec Acré Ange-Nord et Herman Niamia. La fuite des capitaux, les enrichissements illicites ou paradis fiscaux, ce sont autant de problèmes qui plombent l'économie des États. Et ce sont ces problèmes auxquels l'ONG internationale OSIWA veut apporter des solutions. Après la rencontre qu'elle a eue avec ses partenaires le 8 juillet dernier ici à Abidjan, elle vient de présenter son rapport sur l'échec de la mobilisation des ressources nécessaires au développement des États. Le rapport essentiellement discute de la question des flux financiers illicites avec une attention particulière sur les transferts de prix et les incitations fiscales. Le rapport a indiqué que entre 2002 et 2011, une quantité importante de ressources ont quitté nos économies à travers les transferts de prix et que si c'est véritablement bien mobilisé, des mécanismes appropriés, on pouvait, à travers ce seul canal, on pouvait mobiliser au voisinage de 56 milliards de dollars. Ce rapport permettra aux différentes organisations ainsi qu'aux institutions étatiques de cerner le problème et de prendre les mesures qui s'imposent. Le montant total des capitaux qui sont sortis de manière illicite des pays est supérieur
au montant des fonds alloués aux pays d'Afrique de l'Ouest. Les mesures ont été prises, un comité mis en place par la primature pour réfléchir sur la fiscalité. Pour les organisations présentes à la cérémonie de lancement du rapport d'Osiwa, démocratiser la passation des marchés publics, former et sensibiliser les acteurs au développement sont entre autres solutions à adopter pour éviter le flux de capitaux illicites. Bientôt la fin des désagréments des usagers du Carrefour Solibra. Un accord de don a été signé hier. L'accord doit permettre la réalisation de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise à l'intersection des boulevards de Gaulle et Giscard d'Estaing, Armand Bowie, Thomas Kissambi. Signature, échange de parapheurs, allocution et remise de maquettes. Voici le déroulé de la cérémonie officielle de l'accord de don. Des gestes simples mais dont la portée mettra fin bientôt au calvaire des usagers de l'intersection des boulevards de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing. J'ai l'assurance d'être ici l'interprète fidèle de tous ces usagers. Et ils sont légion, qui éprouvent au quotidien des difficultés pour circuler dans cette zone de la ville d'Abidjan, en proie à de nombreux embouteillages du fait de l'ampleur du trafic. Ils verront dans la réalisation de cet ouvrage le signe d'un énorme soulagement. Le coût du projet, environ 25,2 milliards de francs CFA. La réalisation, selon le ministre de l'économie et des finances, sera l'occasion de faire partager le savoir-faire japonais. On a bien fini la signature d'accord de don. Désormais, nous allons entamer la finalisation du dossier d'appel d'offres. L'appel d'offres sera déroulé entre octobre et novembre. Enfin, nous allons définir l'entreprise japonaise qui va s'occuper des travaux. Les travaux commenceront au mois de décembre. Les travaux s'achèveront au cours de l'année 2018. Au-delà des infrastructures, Kabanyale veut aussi se préoccuper d'autres secteurs. Aussi salue-t-elle l'initiative du Japon d'entrevoir l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à des prêts concessionnels. Le président de la République, Alassane Ouattara, entame sa visite d'État dans le district du Woroba à partir du 22 juillet prochain. Et sur place, les cadres s'activent pour la réussite de l'événement. Le ministre Ahmed Bakayoko et le secrétaire général par intérim du RDR, tous deux cadres de la région du Worodougou, ont rencontré les populations. Le reportage d'Abou Sanogo. Faire de la visite du président de la République dans leur région une visite passionnelle. Relever le défi de la mobilisation dans l'entente et la cohésion. Sur Paris, les populations de Séguéla s'engagent à le tenir. Et ils l'ont clamé à Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko, respectivement secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, coordonnateur général de la visite d'État dans la région du Worodougou et ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et président du comité d'organisation de toutes les visites d'État. Tous deux fils du Worodougou. Ceux dans une salle du foyer des jeunes de Séguéla pleine de monde. Mais s'il est prêt, pour dire qu'il va venir à 14 ans, on est prêt pour l'attendre. On est prêt pour l'accueillir, pour la joie même, parce qu'on est content de lui. C'est celui qui va venir, tellement on est prêt pour l'accueillir. Parce que la majorité de la jeunesse d'ici, c'est 100%. Il ne faut pas qu'il va envoyer les moyens pour aller chercher les parents qui sont dans les différents sites. Mais les parents vont trouver au moins 100% des moyens pour venir l'accueillir. Ici. Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko ont invité les filles et fils du Worodougou à la mobilisation en vue d'un accueil mémorable au chef de l'État Alassane Ouattara le 23 juillet. Je dois lui montrer qu'entre et Séguéla, c'est quelque chose de spécial. Et croyez-moi, les parents en ont pris note. Et ce que je peux dire, c'est que dès cet instant, toutes les villes, toutes les régions, les villages, les hameaux de notre district, tous ceux-là sont en mouvement. Après la rencontre avec la population, Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko, rejoints par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, ont procédé à la mise en service d'un feu tricolore dans le quartier commerce de Séguéla.
Voilà, nous reparlons encore de l'enrôlement sur la liste électorale. Je rappelle que c'est demain dimanche que prend fin l'opération de révision de cette liste. Et à quelques heures de la clôture de l'opération, on s'active au niveau des partis politiques pour la sensibilisation. La Fondation Espoir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire veut faire du porte-à-porte pour inviter les jeunes à s'enrôler. Gabriel Zani. Samedi 11 et dimanche 12 juillet, 48 heures de sensibilisation offensive pour l'enrôlement sur la liste électorale. C'est une des grandes résolutions du conclave tenu le vendredi 10 juillet à l'hôtel du district d'Abidjan par la Fondation Espoir du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Zié Daouda, l'initiateur du conclave, lance aussi l'application mobile du PDCI et appelle à la tenue d'une table ronde sur la promotion d'un parti unifié. Je voudrais solennellement lancer un appel au rassemblement et à la fédération de nos énergies afin que le RHDP puisse donner à la Côte d'Ivoire la chaîne des valeurs et la chaîne de la victoire. Le grand parti unifié en préparation ne doit pas faire peur aux différents militants du RHDP. Pour les membres de la Fondation Espoir, le RHDP doit devenir un grand parti avec des valeurs de paix et de dialogue comme fondement pour rendre hommage à l'initiateur de l'appel de Daoukro, le président Rico Nampidié. Zié Daouda envisage de fêter le 19 septembre prochain l'anniversaire de l'appel historique du président du PDCI. Le Japon et le PNUD s'unissent pour débarrasser les rues de la Côte d'Ivoire des armes légères. Les deux parties ont signé donc un accord en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeuse. Explication avec Herman Niamia. À 3 mois de l'élection présidentielle, le gouvernement du Japon et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'unissent pour freiner la prolifération des armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire. Cet engagement est matérialisé par cette signature de convention de financement par le Japon de la phase 2 du programme d'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et à la sécurisation communautaire. Cette nouvelle convention de financement d'un montant de 2 751 304 $ US fait donc suite à la première phase du programme qui portait sur un montant de 4 763 600 $ et qui a couvert donc la période 2012-2015, lequel projet a été clôturé le 30 juin 2015. Avec ce financement de plus d'1,350 milliard de francs CFA, le Japon traduit son appui constant au profit des États africains. Le Japon développe sa nouvelle politique étrangère, la contribution proactive et à la paix, et ce projet en est une illustration concrète. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, ne pouvait que traduire la reconnaissance du gouvernement ivoirien à ses partenaires pour leurs actions inestimables. Le programme a permis d'engranger des avancées notables et encourageantes, tant au niveau du renforcement des capacités des institutions nationales de lutte contre les ALPC, qu'à celui de la collecte et des réponses apportées aux déposants d'armes et de munitions dans les zones cibles. Cette nouvelle phase du projet prend fin en 2017. Elle est aussi marquée par la fin de la mission de l'ADDR et le transfert des activités de collecte d'armes à la Comnat. Les journées ivoiriennes de viande porcine et ses dérivés débutés le 7 juillet dernier ont pris fin hier. Plus de 40 000 visiteurs ont été enregistrés. Le meilleur éleveur de porc de Côte d'Ivoire a été désigné par les acteurs de la filière et c'est la 3e fois que ces journées se tiennent à Abidjan. Le reportage de Serge Coléa. Le hall de l'immeuble Kestab d'Abidjan Plateau n'a pas désempli 4 jours durant. Plus de 40 000 visiteurs, selon les estimations des initiateurs, ont pu apprécier les saveurs de la viande de porc. Le JPOC a été bien organisé. Je pense que ça doit se répéter chaque année pour que tous les Ivoiriens puissent connaître davantage la viande de porc. On est là, ça fait peut-être 2-3 heures de temps. On est en train de faire un effort pour déguster un peu tous les plats, pour avoir une saveur de tout ce qui se fait ici. Une gamme variée de mets et de produits, un large éventail d'exposants spécialisés dans différents domaines ont donné à la 3e édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et de ses dérivés tout son caractère d'activité économique et professionnelle.
Bon, premier jour, ce n'était pas facile, mais les 3 autres jours, c'était bien. Ça a marché, c'était bien, la viande, ça va. Ça me fait beaucoup plaisir de vraiment venir ici, puis venir vendre à chaque année. En tout cas, si ça pouvait continuer pour toute la vie, en tout cas, je serais encore plus heureuse pour ça. Dans l'ensemble, ça se passe bien, ça se comporte bien, on a beaucoup de monde. Au moins, ça nous permet de faire connaître nos produits. Pour les initiateurs, ces journées ont permis aux éleveurs et aux professionnels de se familiariser avec les nouvelles techniques d'élevage. Les J-Porci 2015 ont été également l'occasion de tracer les objectifs pour l'avenir de la filière porcine. Nous avons constaté que le niveau de consommation s'est accru. Donc, de mieux en mieux, à travers la promotion, à travers ces journées-là, les gens se rendent compte que c'est une viande de qualité. Notre premier objectif, c'est rendre les élevages plus profitables. Deuxième objectif, démocratiser la consommation de la charcuterie en Côte d'Ivoire et de la viande de porc. Pour encourager les acteurs de la filière, les femmes de la coopérative Grâce Divine, spécialisées dans la vente de porc, ont reçu 50 blouses pour les aider à mieux exécuter leurs tâches. Pour la qualité de ces produits, le prix Cochon Ivoire du meilleur éleveur a été remporté par Germain Naouya pour la 2e année consécutive. Nous prenons la direction de Guitry où plusieurs infrastructures de développement viennent d'être inaugurées. Cours de l'ouvrage 68 millions de francs CFA, on retrouve notre reporter Serge Coléa. Guitry, dans la région du Lodjibois, la ville amorce son développement. Le foyer des jeunes réhabilités après 14 ans d'inactivité, 26 magasins construits, l'abattoir réhabilité, des projets réalisés par la mairie. Le bien-être des populations reste une priorité pour le premier responsable de la commune. Je voudrais donc dire merci à Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, président de l'UDPCI. Il y a cela un peu plus d'1 an, il était venu ici, accompagné d'un autre ministre d'État, le ministre Kapana Boni, pour poser la première pierre des magasins. Au départ, on en était à 20 magasins, mais pour terminer, nous en sommes à 26. Le docteur Famoussa Koulibaly était le parrain de la cérémonie d'inauguration de ces différents ouvrages. Il a salué les actions de la mairie. Nous sommes en train de constater que les choses bougent à Guitry ici. Parce que le développement ne peut se passer de ceux-là même qui sont les vecteurs du développement. Je voudrais parler des opérateurs économiques. Une ville, un village ne peut se développer sans l'apport des opérateurs économiques. Le docteur Famoussa Koulibaly représentait le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement en sa qualité de directeur de cabinet adjoint. Au nom du ministre d'État, il a offert des ordinateurs et des chaises pour équiper le foyer des jeunes. Coût total de ces investissements, 66 millions de francs CFA. Et un mot de religion dans cette édition. Nous sommes au 24e jour du mois de Ramadan et la nuit du destin est prévue pour ce lundi 13 juillet, c'est-à-dire après-demain. Comment préparer et passer cette nuit qui équivaut à 1000 mois d'adoration pour le fidèle musulman? Réponse dans ce reportage d'Ami Sissoko. Laylatul Qadr ou la nuit du destin, c'est la nuit de l'exaucement des vœux. La dévotion à Allah au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 83 ans. Cette nuit-là, elle est très importante parce que Dieu va décider nous concernant pour 1 an. On ne sait pas ce que Dieu va décider de positif. On ne sait pas ce que Dieu va décider de négatif. Donc, la meilleure façon d'amener Allah à décider le meilleur pour nous, c'est de le supplier, c'est de le prier. Pendant cette nuit bénie, les fidèles musulmans se consacrent aux invocations, aux prières, à la récitation du Coran et aux supplications, avec pour seul objectif l'amélioration de leurs conditions sociales et spirituelles. Pour faire une bonne nuit du destin, il y a 2 activités majeures. C'est la veillée nocturne et puis la retraite spirituelle. Au cours de la nuit du destin, il y a des prêches qui sont organisées, il y a des conférences qui sont organisées, donc il y a des enseignements à prendre. Mais il ne faut pas donner toute sa nuit à ces enseignements-là. Le reste de la nuit doit être consacré
aux activités spirituelles. Laylatul Qadr, c'est aussi la nuit de la révélation et de la descente du Coran, le livre saint de l'islam selon la sourate 97. Cette nuit-là, l'invocation conseillée est celle-ci. Si tu vois la nuit du Qadr, il faut dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es le pardon. Tu aimes pardonner. Aussi, pardonne-moi. Donc, cette nuit-là, on doit invoquer cela en permanence afin d'implorer le pardon et la miséricorde de Dieu. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, précisément dans les nuits impaires, c'est-à-dire la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit, afin que les fidèles musulmans s'adonnent avec détermination à la quête perpétuelle d'Allah. Officiellement, elle est célébrée la veille du 27e jour du Ramadan dans le monde. Hors de la Côte d'Ivoire, ce coup dur pour le Tchad, le pays encore frappé par une attaque. Ce matin, un kamikaze déguisé en femme s'est fait exploser à l'entrée du marché central de N'Djamena, la capitale. 15 personnes ont été tuées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se portent sur Boko Haram. Notons que c'est la deuxième fois en moins d'un mois que le Tchad est frappé par une telle attaque après le double attentat qui avait fait 38 morts le 15 juin dernier. Voilà, place à présent à la page culture de cette édition. Docteur en mathématiques, il enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny depuis 1987. Mahmoud Soumaré, notre invité de la page culture, vient de publier son premier roman, Les Marcheurs de Bougréville, un roman qui met en opposition le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Le bien peut-il triompher du mal? Nous poserons la question à notre invité. Bonsoir, Monsieur Soumaré. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, vous enseignez les mathématiques à l'université. Dites-nous ce qui vous a amené à l'écriture. Eh bien, en 2001, j'avais une année sabbatique. Une année sabbatique à l'université, c'est une année de repos. J'en ai profité pour aller aux États-Unis, apprendre de l'anglais. Et un matin, pendant le cours d'anglais, le prof a distribué à chacun un cahier, un petit cahier et un crayon. Et elle nous a demandé d'écrire tout ce qu'on a vu, pensé depuis le réveil, jusqu'à ce qu'on ait mis les pieds en classe. Alors j'ai pris mon crayon. J'ai écrit simplement. Ce matin, je n'avais pas envie de venir à l'école. Lorsque j'étais... C'est ce que vous avez écrit. Oui. C'est ce que vous avez écrit. C'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit ce matin, je n'avais pas envie de venir à l'école. Lorsque j'étais enfant, ça n'était ainsi. Ma mère ne me comprenait pas. Seul le manguier sous lequel j'aimais m'asseoir me comprenait très bien. Et ensuite? Et ensuite, le lendemain, ils m'ont convoqué. Moi, je pensais que c'était pour payer le reste de la scolarité, mais non. Et ils m'ont dit tout simplement, Monsieur Soumaré, nous savons que vous êtes mathématicien, mais vous avez la fibre d'écrivain. Et justement, puisque vous avez la fibre d'écrivain, vous avez fait sortir donc votre premier roman que vous avez publié, Les Marcheurs de Bougréville. Oui. Nous allons voir le résumé et puis continuer l'entretien. Les Marcheurs de Bougréville, œuvre romanesque écrite par Mahmoud Soumaré, relate la vie des habitants d'une cité appelée Bougréville. Malheureuse, les populations de cette ville imaginaire cherchent à sortir de la misère par tous les moyens. Pour cela, elles n'hésitent pas à commettre des crimes de sang. Kungourou, un pétri de qualité, ne sera pas épargné. De retour de longs voyages, il s'engage à apporter un changement dans la cité. Malheureusement, il est assassiné. Le roman de Mahmoud Soumaré narre l'histoire des tâtonnements d'une population pour sortir de l'habillement. Tiraillée par le désir de satisfaire ses besoins immédiats, elle est incapable de voir le chemin de la lumière et du bonheur. Mais au-delà de Bougréville, l'auteur en réalité met à nu les contradictions et les incohérences des peuples africains qui, bien que malheureux, posent souvent des actes qui divergent de leurs aspirations. En 185 pages, Les Marcheurs de Bougréville jettent la lumière sur l'Afrique, terre de richesse et pourtant pauvre, terre de spiritualité et pourtant abonnée à la détresse, à cause de l'égoïsme selon l'auteur. Mahmoud Soumaré est docteur en mathématiques. Il enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, c'était un récit de Sita Soro. Alors, Monsieur Soumaré,
Oui, avant de parler, je vais dire très profondément de cette œuvre, les marcheurs de Bougréville. Pourquoi les marcheurs? Pourquoi les marcheurs? Vous verrez que tous les personnages sont en marche physique. Autrement dit, ils quittent leur région, leur pays pour aller ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils sont en poursuite d'une quête. Quelle est cette quête? Prenons d'abord le premier personnage. Alors le premier personnage, c'est Kunguru le nain. Ou le morceau. Ou le morceau. Puisqu'en malinké, Kunguru, ça veut dire le morceau. Alors, le nain, il avait un rêve. Il voulait fabriquer une lampe qui allait égayer la ville et l'homme, tout en étayant les misères de l'homme et les misères de la cité. Alors il quitte son village, son pays, il va beaucoup plus au sud, parce qu'il s'est dit qu'au sud, il y a des grands arbres. Et lorsqu'il y a des grands arbres, il y a de la vie beaucoup plus apaisante. Il tombe sur une population de petite taille, disons une population de nains. Comme lui? Comme lui. Alors, arrivé, les gens l'ont pris pour le Messie. Parce qu'on leur a dit qu'il y a quelqu'un de différent et de semblable. On va laisser les lecteurs poursuivre, non? C'est ça. Voilà. Alors donc, Kunguru, le morceau, il va devenir après gouverneur. Oui. Il va diriger des populations. Et Kunguru, lui, il va ordonner même aux populations d'utiliser un cure-dent. Oui, c'est ça. Son premier décret a été de demander à la population d'avoir un cure-dent à la bouche. Pour combattre le mensonge. Voilà, pour combattre le mensonge. Afin de ne pas faire croître la pauvreté. Expliquez-nous, parce que pour vous, c'est ainsi que se dépeint la société africaine. Oui, d'après Kunguru, là où il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de pauvres. Parce que dans la société africaine, vous pensez que le mensonge... Ah oui, mais ça c'est dans toutes les sociétés, beaucoup plus. Mais là, on parle de votre ouvrage qui dépeint nos sociétés, la société africaine. Oui. Parce que la cité, Bougréville, c'est l'Afrique en miniature. Alors Bougréville, en fait, c'est ça. Bougréville, Bougre, ça veut dire homme. Bougréville, c'est la ville des hommes, c'est la cité des hommes. Mais en fait, c'est la terre entière. D'accord. Alors, c'est une Afrique écartelée, quand on lit votre ouvrage, une Afrique écartelée entre spiritualité et matérialisme, entre besoin d'élévation et aspiration du bien-être terrestre. Est-ce que cette Afrique-là pourra un jour s'en sortir? Je pense... Comment triompher du mal? Oui. Je pense, disons, j'espère, si les hommes étaient beaucoup plus généreux, alors malgré la décroissance, je pense qu'on allait pouvoir s'en sortir. Et le nain a été assassiné. Oui, le nain a été assassiné. Il a aspiré un bien-être, mais il a été assassiné. Oui. Et vous voulez savoir pourquoi... C'est une fin tragique. C'est une fin tragique. Mais vous saurez pourquoi il a été assassiné. Donc, vous m'amenez à voir le livre. On voit encore un autre point que vous relevez dans votre ouvrage. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de la générosité. Il s'agit d'un autre personnage qui allait jusqu'au Yémen, l'imam. Exactement. Il y a l'imam Famakan. Donc, on voit au moins cette Afrique généreuse, solidaire. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le côté négatif. Exactement. Alors, l'imam Famakan était très généreux. Il donnait tout ce qu'il recevait dans la journée. Si on lui donne 200 000 dans la journée, il y a des fidèles très riches qui lui donnaient de l'argent. Et le soir, il redistribuait tout. Mais il supposait qu'à côté, dans son quartier, il y avait des pauvres, plus pauvres que lui. Mais ses femmes ne comprenaient pas, ses enfants ne comprenaient pas. Donc un jour, il s'élève, il demande à partir, il dit à ses 3 femmes, à 16h, je m'en vais. Ben, il est parti derrière l'Arabie pour rencontrer des exégètes, pour discuter de l'islam et pour chercher une sourate qui puisse changer positivement les gens de sa mosquée. D'accord, on va terminer rapidement. Saveur et amertume de la vie terrestre africaine, ça vous rappelle quelque chose? Parce que c'est le titre d'une critique littéraire qui a bien lu d'ailleurs votre ouvrage. Oui, c'est le titre... Qu'en pensez-vous? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le remplacer? Exactement, j'aime bien, c'est exactement l'amertume et la ferveur en Afrique. Donc, en remplacement de Les Marcheurs de Bougréville? Ah non, pas en remplacement, puisque Le Marché de Bougréville, c'est déjà sorti, c'est sorti l'année dernière, c'est le tome 1. Alors, que vous inspire donc ce titre, Saveur et amertume de la vie terrestre africaine, pour terminer rapidement, Monsieur Soumaré? Alors, pour le savoir, je crois qu'il faut lire entièrement le tome 2. Le tome 2 va sortir en octobre, et l'année prochaine, ce sera le tome 3. Merci beaucoup, Monsieur Soumaré. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette édition, préparée par l'ensemble de la rédaction et supervisée par Delphine Glas. Merci à vous tous de votre aimable attention.